Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'avant-dernier CQFR de l'année 2023. Pour dérocher toute l'actualité, je suis rejoint par Shai Mamou, toujours en place. Shai, une nuit qui a été riche en matchs, 8 matchs quand même, et surtout un tas de perfs et de records même, on n'est pas si loin que ça. Assez Ouais. incroyable. Écoute, pour une fois, on va commencer par les bonnes nouvelles. Les Spurs ont gagné. Victor Wembanyama a été bon. On ne pouvait pas demander grand-chose de plus du côté du Texas. Victoire 118-105 face aux Blazers pour le coup un duel qui a porté qui était à l'auteur de la hype entre deux des meilleurs rookies, du moins deux qu'on imaginait concourir pour le titre de rookie de l'année, entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson qui était dans le 5 et qui a été bon aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match, Shai? Bah, c'est drôle parce que du coup, tu parles de cette lutte entre rookies, entre Scoot Henderson et Victor Wembanyama. Avant leur draft, on en avait beaucoup parlé. C'était une rivalité potentielle, tout ça. Et juste avant le match, Scoot avait dit que la course pour le titre de rookie de l'année, pour lui, elle n'était pas du tout finie. Qu'il espérait bien remonter le retard éventuel qu'il aurait sur les deux, sur Wembanyama et Holmgren. Et ce match-là, du coup, c'était intéressant de voir ce que ça donnerait. Effectivement, Henderson a été bon, mais c'est difficile de passer à côté de la grosse performance qui est celle de Victor, qui a même pas eu, en 30 minutes seulement, il a fait un match, comment dire, ultra dominant. Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ces stats-là sur 30 minutes. C'est simple. En fait, on Même va pas juste 24 aller. minutes même. Je dis 30 minutes, 24 minutes. C'est. J'ai dit 30 parce qu'il a marqué 30 points, en fait, je me suis mélangé, mais il fait 30 points, 6 rebonds, 6 passes, 7 contre en 24 minutes, ultra dominant, il met ses lancers. Voilà, on avait l'impression qu'il jouait contre une équipe amateur, ce qui est un peu insultant pour les Blazers, mais c'était juste phénoménal. C'est le deuxième rookie de l'histoire de la NBA à faire un match avec cette ligne de stats-là depuis David Robinson, quand même, en 90. Enfin voilà, c'est juste totalement fou. Je trouve ce qu'il a fait. On peut relativiser la performance par rapport au niveau de l'adversaire. Oui, les Blazers ne sont pas une des bonnes équipes de la ligue. Oui, les Spurs perdent beaucoup de matchs. Mais voilà, c'est des petites piqûres de rappel comme celle-là qui font plaisir, qui rappellent que Victor est un extraterrestre. Voilà. Ouais, non, mais t'as raison de le préciser. C'est vrai que la quote de Scoot Anderson que j'avais vue avant le match, je m'étais dit, bah, Ouais, si, je suis désolé, mais là, c'est un peu plié hein, pour toi pour le titre de rookie de l'année. Donc, il finit quand même avec 25 points, 3 rebonds, 4 passes, 8 sur 23 au tir, par contre. Mais effectivement, je pense que Scoot va avoir du mal à rattraper Chet ouais, et Victor pour se mettre dans la discussion. On peut noter quand même du côté des Blazers 29 points de Jeremy Grant, 29 points de Malcolm Brogdon. Mais effectivement, belle perf des Spurs. Ce qu'on dit, effectivement, adversaire pas forcément très fort en face, personne va nier les faits, mais il faut quand même arriver à les prendre. Ces matchs, c'est pas si simple, même face à des équipes pas très fortes. D'ailleurs, il y a une autre équipe pas très forte qui sait que c'est pas si facile que ça d'aller chercher des victoires. Hier, ouais. Détroit jouait Boston, donc sur le papier, tu dis, bon, bah c'est mort, ils vont encore prendre une défaite. Surprise générale, Détroit qui creuse l'écart, tu dis, la série va enfin terminer. Les Pistons vont accrocher une petite victoire dans leur colonne. Au bout du compte, défaite de Détroit, 122-128 face à Boston. Je te laisse raconter le scénario parce que c'est quand même dans les années. Finalement, c'est un MOOC spécial Pistons 2023-2024 qu'on aurait dû sortir plutôt qu'un MOOC sur la loose. Parce que là, c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est ça, c'est vraiment terrible parce que. Alors, c'est drôle parce que les fans des Celtics qu'on connaît bien, dont on connaît le pessimisme et le défaitisme, avaient dit avant le match, non mais c'est sûr, c'est contre nous qui vont gagner, que la série va s'arrêter, tout ça. Et pendant un temps, on a vraiment cru que ce serait le cas. Les Celtics étaient complètement à la masse. À la mi-temps, les Pistons, ils sont à plus 20, je crois, et ils sont à plus 21 en début de troisième quart-temps après. Et ils arrivent à se faire remonter. Ils ont été combatifs, tout ce qu'on veut. C'est jeune, c'est logiquement brouillon, mais ils se sont fait remonter. Derrière, les Celtics passent devant. Et il y a encore un peu de vaillance chez les Pistons. Ils comblent un retard de 6 points en fin de match pour arracher la prolongation. Tu te dis, allez, ça y est, c'est bon. C'est vraiment le scénario parfait pour lancer leur saison et mettre fin à cette terrible série. Et puis au final, bah, ils perdent en prolongation. Kate Cunningham fait un bon match, 31 points. Mais les Celtics sont au-dessus quand il a fallu accélérer, quand il a fallu vraiment se fâcher offensivement. Alors, il n'y a pas Jalen Brown, mais Porzingis met 35 points. Tatum fait un gros match quand même.
lui aussi a démarré doucement, mais finit avec 31 points, 10 passes, 7 rebonds, 5 interceptions. Enfin, il était vraiment très, très actif. Et au final, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait pour éviter l'énorme déconvenue qu'aurait été cette nouvelle défaite. J'ai plus les mots pour Détroit parce que autant il y a eu plein de défaites qui étaient catastrophiques, où on ne voyait pas du tout de lumière, d'espoir. Là, tu te dis, ils jouent contre la meilleure équipe de l'Est, si ce n'est de la Ligue, et ils arrivent un peu à les inquiéter, même beaucoup à les inquiéter pendant le match. Et au final, ils se mangent une 28e défaite de suite. Donc, ils égalent la plus longue série à cheval sur 2 saisons que détenaient jusque-là les Sixers. Et ils se rapprochent de la série que tu évoquais à demi-mot tout à l'heure, qui aura une toute autre portée encore, je crois, parce que là, on parle d'une série pour le basket, pour la NBA, mais il n'y a jamais une équipe, une franchise dans l'histoire du sport américain qui a perdu 30 matchs de suite. Donc là, on parle encore tout sport confondu, tout Chai, on sport est d'accord. confondu, voilà. Voilà, donc NHL, MLB, ce que vous voulez, NFL, c'est arrivé. Il y a une équipe qui a perdu 29 matchs, c'est les Cardinals de Chicago, qui n'existent même plus d'ailleurs en NFL entre 1942 et 1945, donc pendant la guerre, c'est pour te dire le truc. Et là, ils se rapprochent malheureusement, ils sont à deux défaites de ce qui serait invraisemblable. Alors, on va essayer d'être positif et de dire qu'ils ont malmené un peu la meilleure équipe de la Ligue, si on veut. Mais comment tu veux garder le moral après ça, justement en passant aussi près, en menant de 20 points, en allant en prolongation, c'est difficile de pas être. Enfin, les fans des Pistons, ils sont plus bactères. Monty Williams a beau dire qu'il est fier de ses joueurs, qu'il a vu des choses positives. Ça devient. C'est presque un petit événement. Je voyais les gens, les Américains sur Twitter, ils disent allez, on va tous se réunir en famille pour essayer de soutenir les Pistons et regarder. Tu sais, un peu genre c'est le Téléthon, quoi. On va tous se mettre ensemble et essayer de leur apporter de la force devant notre télé. Ça devient dramatique l'histoire. Non, c'est vraiment très chaud. Bah, on a sorti une équipe des Celtics en fait, qui a été piquée à l'orgueil, qui s'est dit non, mais attends, on va quand même pas perdre, c'est quand même pas nous qui allons perdre face à eux, et qui a su serrer le jeu pour l'emporter. Bon, après, voilà, sur le. Effectivement, limite, j'ai l'impression que c'est presque plus triste que le scénario était comme ça. S'ils avaient pris 20 points d'entrée de jeu face aux Celtics, tout le monde serait dit bah c'est normal, tu vois, Détroit ils sont pas du niveau de Boston, c'est injouable. Mais c'est vrai que là le scénario c'est vraiment catastrophique. C'était le match aussi de retour de Killian Hayes qui a joué 10 petites minutes seulement. Match très discret, normal en 10 minutes, et il a fini avec 2 points, 2 rebonds, 1 sur 3 au tir. Ouais, t'as raison, t'as souligné le match de Kate Cunningham. Allez, je vous donne quand même les stats de Jalen Duren qui finit avec un double-double, 15 points, 14 rebonds. Bogdan Bogdanovic qui fait aussi 17 points, 12 rebonds, et 6 passes. Ils ont essayé de se donner les Pistons, mais ouais, non, ça n'a pas suffi. Et c'est vrai que même le record à cheval sur 2 saisons égalé là, des Sixers, les Sixers, c'était quand même une équipe qui voulait perdre, en fait. C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est les Sixers en mode process, en mode tanking activé à fond, alors que là, c'est pas le cas des Pistons. C'est vraiment très, très dur. Force à vous si vous êtes fan de Détroit, là, c'est vraiment dur. Ouais. Allez, on va Ouais, allez, on va repartir sur d'autres records et d'autres stats folles. Il y a encore 2 matchs vraiment où il y a eu des performances complètement dingues. Je te propose de parler de la soirée de Tyrese Haliburton, qui lui aussi réalise une performance très très rare en NBA. Je vous donne ses stats. Il termine avec 21 points, 20 passes décisives, 0 balles perdues. Je pense que Shai, tu as quelques stats à nous donner pour remettre tout ça en perspective. Ouais, bon, en plus, tu sais que j'adore les meneurs qui font beaucoup de passes et qui perdent peu de ballons, le fameux ratio assist-turnover dont j'arrête pas de parler tous les ans. Et bon, bah là, lui, il devient indécent à ce niveau-là. Il remonte en plus un peu la pente, si on peut dire, avec ce petit coup de pompe qu'ils ont eu après la NBA Cup. Et là, il sort un match de très, très, très haut niveau. Et donc, tu le disais, 21 points, 20 passes. C'est le 2e joueur de l'histoire seulement, après Chris Paul en 2016, qui arrive à compiler au moins 20 points et 20 passes sans perdre le moindre ballon. Et c'est quand même c'est une performance incroyable. C'est pas si fréquent. Même juste le fait de donner 20 passes sans perdre le ballon, il y avait que 4 joueurs avant lui qui l'avaient fait dans l'histoire de la NBA. Donc c'est assez admirable. C'est un joueur admirable. On n'a pas fini de le répéter cette saison, je pense. Après, les Pacers se sont quand même fait peur contre Chicago. C'était pas facile. Oui, pardon. Victoire 120-104 face aux Bulls, effectivement, j'ai pas précisé. Ils ont quand même, dans le genre, on dilapide des avances confortables. Les Pistons, ils n'étaient pas tout seuls cette nuit. Indiana avait 25 points d'avance. Et il a fallu qu'Haliburton se fâche dans le money time. Enfin, un peu avant le money time, il a rentré 2 paniers à 3 points qui ont été très, très importants et qui ont donné un peu d'air aux Pacers contre les Bulls.
Ouais, non, c'est clair, mais c'est vrai que la semaine dernière, samedi dernier, dans le CQFR, dans le ce à quoi il fallait répondre, vous nous demandiez si Tyrese Haliburton serait en mesure de battre le record de passes décisives sur un match. De mémoire, je crois que c'est 30 ou 32, je sais plus, de Scott Skiles avec Orlando. C'est vrai que quand tu le vois enchaîner des perfs comme ça, tu te demandes de plus en plus si c'est pas un record qui peut tomber quand même avec les. Et j'étais un peu sceptique quand on s'est posé la question samedi dernier. Ouais. Et là, je me dis finalement, avec la multiplication du nombre de possessions, le nombre voilà, de tirs que prennent les équipes, en tout cas, il est impressionnant dans la régularité à ce niveau-là. Je pense qu'on n'avait pas vu ça peut-être depuis Rajon Rondo, tu sais, dans le fait d'enchaîner les stats avec autant de, enfin les matchs avec Ouais. un aussi haut nombre de passes décisives. Rondo avec un tir à 3 points, du coup. C'est... Ouais, non, non, je parle à la passe, hein, je Imagine- parlais à la Non, passe, non, on est bien d'accord. sûr. Ouais. Mais du coup, t'imagines, c'est-à-dire qu'il a il a la créativité et l'application de Rondo à la passe. Alors bon, Rondo, c'était un créateur encore d'un niveau supérieur quand même. La variété de ses passes, c'était un sacré joueur. Mais t'imagines si Rondo avait eu le tir à 3 points, l'adresse à 3 points d'Haliburton, bon, ça aurait été incroyable. C'est Mais oui, Ouais, c'est clair, mais belle victoire malgré tout des Pacers qui ont réussi effectivement à pas flancher face à Chicago. Les fans des Bulls pourront se consoler en voyant que Patrick Williams a encore enchaîné un bon match, 22 points, 5 rebonds. Et Dédé Drummond qui continue d'engranger les rebonds, 7 points mais 16 rebonds, donc 7 rebonds offensifs. Voilà, belle victoire des Pacers. Oh, je continue toujours avec cette série de stats complètement folles. Il y avait un match Nuggets face aux Grizzlies, les Grizzlies privés de Ja Morant, euh, victoire ultra facile des Nuggets, 142 à 105, donc c'était vraiment voilà, ils ont roulé sur cette équipe de Memphis privée de ouais. Ja Morant, mais par contre Nikola Jokic a lui aussi réalisé une perf complètement folle. De toute façon, dès que dans les comparaisons, tu sors du Will Chamberlain, tu sais que ça va être complètement dingue. Shai, qu'est-ce que tu peux nous dire du match de Jokic hier? C'est un match parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas eu C'est besoin de jouer ça. beaucoup. Il a pas besoin de jouer beaucoup. Il fait quand même un triple-double sans rater le moindre tir. 26 points, 14 rebonds, 10 passes à 11 sur 11. Tu parlais de Will Chamberlain. Là, Jokic, c'est que le deuxième joueur de l'histoire après Wilt à réussir plusieurs triple-doubles dans sa carrière à 100% d'adresse en prenant au moins 10 tirs. Donc ça, c'est son deuxième. Un match, voilà, tout en contrôle. Il a pas. Pour moi, quand je dis match parfait, c'est parce que tu peux faire des matchs à 70 points avec des lignes de stats folles, mais lui, dans son idéal et dans l'idéal des Nuggets, bah, c'est un match à 30 minutes et où il n'a pas eu besoin de forcer et où il a absolument tout réussi. Donc c'est génial. Et en plus, dans la foulée du match, moi j'ai vu. Enfin, tu sais, il est passé dans le podcast de Michael Porter Jr. Et, euh, et il expliquait, il lui a posé plein de questions intéressantes. Ça, je vous conseille d'aller regarder ça. On en a fait une news ce matin d'ailleurs. Et il revenait un peu sur le fait qu'il détestait cette vie de célébrité, sur le fait qu'il était plus soulagé que ravi et que joyeux d'avoir gagné, mais qu'il s'est quand même rendu compte qu'ils avaient apporté de la joie aux gens. Enfin, il y a encore, ça a rappelé la personnalité un peu unique qu'il a et le fait qu'il surjoue pas le fait d'être un peu mal à l'aise avec le fait de devoir tout le temps s'exprimer, le fait d'être connu. Et j'avais noté une citation qui est cool, donc pour ça je vous conseille d'aller écouter ou lire ce qu'il a dit dessus. Il dit: j'aime pas vraiment cette vie parce qu'au final t'es qu'un joueur de basket, on est seulement bon dans ce qu'on fait, certaines personnes aiment être célèbres, d'autres pas. Quand j'aurai fini ma carrière, j'espère que personne ne me reconnaîtra et je souhaite la même chose à mes enfants qui auront un père dont on se souviendra qu'il était un joueur de basket. Mon but dans la vie, c'est de pouvoir vivre des moments où je vais boire un verre avec des amis, déjeuner, jouer avec les enfants ou faire du cheval sans que personne n'en fasse toute une histoire. Je trouve ça triste quand on va au bar ou au restaurant que des gens sortent leur téléphone pour essayer de te filmer. Je trouve que c'est mal poli. Donc ça m'a confirmé que, aussi génialissime soit-il à être regardé, à être admiré, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de nouvelles de Nikola Jokic une fois qu'il aura accroché les baskets. Ouais, non, c'est clair. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu la série de publicités qu'il a tournée avec Ah oui, Peyton Watson, c'est ouais. assez extraordinaire, hein. Je vous conseille d'aller voir à la fois les pubs et puis les petites behind the scenes qui valent vraiment le coup. Du côté de Memphis, Memphis qui gagne qu'avec Ja Morant, on peut noter quand même, qu'est-ce qu'on peut noter? Vous voyez, 23 points de la part de Desmond Bane. De toute façon, ils ont pris tellement cher très vite que voilà, ça a été plié assez rapidement. Un premier carton accroché et la deuxième mi-temps, en fait, Denver a vraiment roulé sur cette équipe Ouais, sur cette Jamorant, équipe c'est des Jamorant Grizzlies. toujours invaincu. Jamorant toujours invaincu pour le moment. Voilà, c'est le truc à retenir. Avec une semi-polémique, je sais pas si tu as vu rapidement, mais tu sais, Sur sa célébration, non, c'est dans la ça? célébration que beaucoup ont interprété comme peut-être le fait qu'il mime à nouveau une arme à feu, mais bon, en fait, c'était pas ça. Apparemment, c'était une danse que je connaissais pas, mais et du coup, il y a une espèce de bif avec Chandler Parsons qui a commencé à dire c'est anormal de mimer des armes alors que machin. Et il s'est mangé toute la fanbase des Grizzlies qui lui ont dit non mais mec, toi, tu nous as volé 100 millions de dollars ou 90 millions de dollars.
en prétextant que tu étais capable de jouer alors que tu étais physiquement flingué. Enfin, c'est assez divertissant la discussion. Mais ça me fait rire parce que j'ai vu effectivement que depuis 6 mois à peu près, tu as Chandler Parsons qui fait le tour des podcasts. Je me dis, Ouais. t'es dans le genre de gars qui ont le moins de crédibilité pour donner leur avis sur quoi que ce soit. Je pense que c'est dur de faire pire que Chandler Parsons. Oui, il me semble que c'est pas il a pas fait la célébration de LSU en NCAA. Il me semble que c'est un truc comme ça, non? Peut-être, j'ai pas tout vu, mais je sais qu'apparemment c'est pas du tout une arme à feu. Enfin, il n'y a pas de référence à ces incartades passées en tout cas. Donc c'est déjà ça. Ouais, allez, on va passer sur une autre équipe. Alors, une équipe qui refuse de perdre 2 matchs de suite. C'est les Timberwolves qui n'ont toujours pas perdu 2 matchs de suite cette saison et qui sont imposés 118-110 face aux Mavericks qui, il est vrai, étaient privés de Luka Doncic. Laissés au repos, si je ne me trompe pas, Shai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils étaient en back-to-back et il a été mis au repos. Ouais. Voilà, donc énorme match d'Anthony Edwards, 44 points, 3 rebonds, 4 passes, 6 balles perdues malgré tout, on peut le noter. Derrière, une équipe des Wolves qui a vraiment été dans ses standards très bonne. Rudy Gobert, pas passé loin non plus du match parfait, parce qu'il finit avec Ouais. 20 points. 12 rebonds, 2 passes, 7 sur 7 au tir. Il a simplement raté un petit lancer franc. Donc Mm. énorme match de Rudy Gobert. 2 contre aussi. Voilà, on se doutait que privé de Lucas, ça serait trop dur pour Dallas, mais Dallas qui a quand même voilà, vendu cher sa peau face à cette équipe des Wolves. Ouais, c'est ça. Bon, effectivement, on se doutait que ce serait compliqué. Je dis pas que Kidd a lâché le match, mais ça ressemblait un peu à ça parce que tu vas jouer chez le leader de l'Ouest qui a gagné 12 de ses 13 matchs à domicile jusque-là. Sans Luka Doncic, il y a déjà pas Kyrie. Alors, ils se sont bien battus, mais c'était peine perdue, quoi. Puis Anthony Edwards fait ce très gros match dont tu parlais, 44 points, avec quelques moves assez surprenants. Il est un espèce de fadeaway enfin, que j'avais, je pense, jamais vu avant. Je vous invite à essayer d'aller regarder ça. Et il a fait un match très agressif et qui était nécessaire compte tenu de la combativité des Mavs. Et Rudy a été aussi très très bon. Et comme tu le disais tout à l'heure, les Wolves n'ont toujours pas perdu 2 fois de suite en NBA cette saison. Et c'est quand même la marque d'une équipe mentalement solide et qui a de quoi aller assez loin. Ouais, c'est que là, on peut noter quand même les 32 points en sortie de banc du côté de Tim Hardaway Jr. 11 sur Ouais. 19 au tir qui a été précieux pour les Mavs. Allez, il nous reste 3 matchs. Je te propose qu'on aille peut-être un peu plus vite. Mhm. Bon match assez triste de la part des Warriors qui se sont inclinés 114-102 face au Miami Heat. Triste parce que c'est rare quand même de voir l'impression qu'ils sont un peu sans joie, sans énergie, ces Warriors qui quand même doivent batailler maintenant pour assurer la post-season. 13 points pour Stephen Curry, 13 points pour Klay Thompson, qui sont les 2 co-meilleurs marqueurs du match du côté de Golden State. On se doute que c'était pas suffisant pour taper une équipe du 8. Même, Non, mais même diminué, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça. le 8 qui a même pas joué avec ses stars. C'est ça, le Heat a joué sans Jimmy Butler, sans Kyle Lowry, sans Caleb Martin, sans Josh Richardson. Enfin, des joueurs, il y a des stars et des joueurs de rotation quand même importants. Et malgré ça, les Warriors, je sais pas, ils sont complètement déjoués. Comme tu le disais, il n'y avait pas d'énergie. Il faut louer la défense de Miami qui a quand même fait du très très bon Ouais. boulot sur Curry. Il a mis beaucoup de temps à marquer les paniers qu'il aime bien, les paniers faciles, entre guillemets, pour lui. Il finit à 3 sur 15 au tir. Pareil, je l'ai trouvé aussi un peu sans idée, tu vois, sans solution, je les ai trouvés. Clay Thompson aussi. Et derrière, ça n'a pas. Ils ont fait cette bonne série qui les a remis un peu dans le train. Et là, je ne sais pas s'ils payent ces efforts-là physiquement ou si c'est juste que c'est la continuité du début de saison décevant. J'ai pas vraiment les explications. C'est clair que quand tu n'es pas en confiance ou que tu manques d'énergie, jouer Miami, même sans 4, 5, 6, 7 joueurs, c'est jamais une bonne nouvelle. Et là, tu as Tyler Hero qui fait 26 points et Adebayo, Raquez qui est quand même 17. Encore Jamal Kane, encore un mec qu'ils ont sorti de nulle part et qui est dans la Là, rotation on depuis arrête. quelques temps. Hein, mais voilà. C'est des mecs qui créent sur Touquet avant le match. On sait maintenant. On a compris ce qui se passe du côté du 8. C'est ça, et ça me fait penser à ce qu'a dit Udonis Haslem en marge du match aussi. Il a dit, je pense qu'il n'y a que 10% des joueurs de la Ligue qui seraient capables de jouer à Miami dans le sens s'intégrer dans la fameuse heat culture. Donc ouais, même des mecs comme Jamal Kane, ils sont quand même scoutés, observés, testés pour voir s'ils sont adaptables à cette équipe-là. Et lui, pour le coup, l'est. Donc voilà, Miami qui fait c'est une grosse performance quand même peu importe ce qu'ont fait les Warriors, les difficultés qu'ils ont connues sur ce match-là, faut aussi donner du crédit à Miami. Ouais, Miami qui continue de grimper au classement à l'Est.
Je pense que je pourrais régler mes comptes avec Antoine Pimel en fin de saison. On a un pari en cours. Allez, du côté des victoires, toujours, victoire des Lakers 133-112 face aux Hornets. Voilà, les Lakers qui n'ont pas eu à forcer, hein, honnêtement, pour aller Non. chercher cette victoire. Ils n'ont pas forcé. Alors, le début de match était tout à l'honneur des Hornets qui sont dans un trou pas possible aussi, qui ont perdu là leur 9e match consécutif. Il y a des circonstances atténuantes, hein, la qualité de l'effectif, l'absence de la Melo Ball. Il a un adversaire quand même plutôt solide, mais voilà, les Lakers se sont fâchés dans le 3e quart-temps. Il y a eu une tornade et ils ont pris les devants à ce moment-là. LeBron, à 2 jours de son 39e anniversaire, nous fait un petit double-double des familles, 17 points, 11 passes, avec Anthony Davis toujours aussi régulier offensivement, 26 points. Voilà, c'est que la 3e victoire des Lakers depuis la fameuse victoire en NBA Cup. Elle fait quand même du bien. Un truc à noter quand même sur les Lakers, on n'arrête pas de dire qu'ils cherchent un peu la bonne formule, et ça s'est encore confirmé cette nuit parce que malgré la victoire, Darvin Ham a encore tenté un nouveau line-up de départ. C'est le 9e déjà depuis le début de la saison en seulement 32 matchs, c'est beaucoup. Cette fois, ils ont tenté quelque chose d'un peu long et athlétique avec LeBron qui faisait office de meneur, avec Hachimura, Prince, Vanderbilt et Anthony Davis. Ça n'a pas été, je trouve, forcément un franc succès parce que le match a été serré sur la première mi-temps. Et Darvin Ham continue de chercher les bonnes solutions. Est-ce qu'il va les trouver? Il a du temps, mais c'est toujours. Je sais que les fans des Lakers que je connais sont un peu désorientés par ce qui se passe. Ouais, bah, manifestement, Darvin Ham qui essaie de jouer grand, en fait. Il veut jouer sur cet avantage de taille, cet avantage physique des Lakers. Je continue de penser que vraiment la blessure de Gabe Vincent a pas mal handicapé, Ouais. pose pas mal de problèmes dans le fait que les Lakers peinent à trouver cette rotation. Parce que la logique, en fait, ce serait simplement de mettre Austin Reeves dans le 5. Je pense que en termes de fonctionnement, c'est ce qui marcherait. Mais effectivement, dans ce cas-là, tu manques derrière une rotation sûre sur ce poste de créateur. On sait que voilà, D'Angelo Russell, plus ça va, plus on sait qu'il va pas finir la saison, je pense, aux Lakers. Donc c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est Darvin Ham qui cherche des solutions. Après, bon voilà, je pense que c'est plutôt bien vu de tenter des trucs quand tu sais que tu joues les Hornets, surtout vu comme ils sont en difficulté. Tu as parlé de la Melo Ball, il y a aussi Gordon Hayward qui est blessé. Bref, c'était trop dur pour les Hornets. Dernier match de la soirée hier, victoire 112-105 des Pelicans. Bon, cette équipe qu'on continue de pas comprendre, hein, des Pelicans. Zion Williamson qui passe pas loin d'un triple-double, 21 points, 10 rebonds, 8 passes pour lui, 10 sur 14 au tir en 30 minutes. Lui aussi était en mode efficacité totale. Est-ce qu'il y a des choses à retenir en particulier de ce match, Shai? Ouais, que pour une fois, d'habitude, les fins de match des Pelicans, quand c'est un peu serré, ça se finit pas bien pour eux cette saison. Et là, ils ont réussi à finir correctement, notamment grâce à Ingram qui finit avec 26 points et Murphy qui a été très maladroit avant le money time mais qui a mis quand même deux paniers à 3 points intéressants. Larry Nance qui faisait son retour après un mois aussi, qui claque un joli dunk dans le money time. Voilà, c'est que Utah en face et c'est un peu l'histoire de la saison des Pelicans, des matchs en dents de scie où parfois on se dit ils sont trop forts, parfois où on se dit ils n'y arriveront pas. Donc voilà. Ben là, ils ont enfin leur équipe au complet. C'est le moment d'accélérer pour les Pelicans. C'est le moment, je pense, de nous montrer ce dont ils sont faits. Ils ont ça que, bon, comme d'autres équipes, hein, ils ont été pas mal handicapés par les blessures sur ce début de saison. Là, je pense que c'est le moment où il faut que ça puisse accélérer si vraiment ils veulent pouvoir faire du bruit un peu en post-season. Ouais, c'est ça. Voilà, bah ça c'était le récap pour tous les matchs qui se sont passés hier. Demain, samedi, vous nous retrouvez, Shai et moi, pour le ce à quoi il fallait répondre. On répond à toutes vos questions. Je vous donne un petit peu le programme pour la suite. Dimanche, il y aura un podcast Hoop Culture avec Pierre Armand, Samama et moi-même. Le dernier Hoop Culture de cette année 2023. Lundi 1er janvier, exceptionnellement, on vous avoue, on va faire la grasse mat. Il y aura pas de CQFR, il n'y aura pas de podcast non plus. Mais on va se débrouiller la semaine prochaine, même si on sera en équipe réduite, pour continuer à vous donner, vous proposer des contenus. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux de diffusion. C'est vrai, voilà, vous savez que c'est le jeu, mais n'hésitez pas à liker, partager, en parler à vos potes, tout ce que vous voulez, commenter sur nos posts, où que vous les trouviez. C'est vraiment essentiel pour nous. On vous remercie en tout cas de jouer le jeu de ce côté-là. Et puis, on vous dit à demain matin, samedi, Shai et moi, on sera là au rendez-vous. À plus tard. À demain.